100% politique, la suite. Qui pour gouverner la France? Hervé Morin vous répond dans un instant. Il va vous donner la réponse précise. Président les centristes de la région Normandie, ancien ministre de la Défense. J'espère. Merci d'être avec nous ce soir. Mais on s'approche de 22h. Maureen Vidal est là pour le rappel des titres. Salut Maureen. Bonsoir Olivier, à la une de l'actualité, les femmes seront moins nombreuses dans le nouvel hémicycle. Sur les 577 députés, 208 sont des femmes, soit 36% de l'Assemblée. Un chiffre en recul par rapport à 2017 et 2022. Parmi les grands blocs de l'Assemblée, c'est le nouveau Front populaire qui compte le plus de femmes, avec 78 députés sur 187, suivi de près par le camp présidentiel avec 66 femmes élues sur 159. Appel à la grève dans les aéroports le 17 juillet, 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Des syndicats du groupe ADP réclament une gratification pour l'ensemble du personnel. Ils dénoncent une dégradation des conditions de travail et demandent la garantie de pouvoir poser des jours de congé durant les JO. Cette grève ne devrait pas entraîner d'annulation de vol, a précisé la direction. Et enfin, ce mois de juin 2024, le plus chaud jamais enregistré selon Copernicus, avec les fortes canicules qui ont frappé le Mexique, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite. Ce mois de juin est le 13e mois consécutif à établir un record des températures moyennes. La température de l'air sur le globe s'est élevée à 16,6 degrés Celsius en juin, soit presque 1 degré de plus que sur la même période entre 91 et 2020. Merci Maureen. Pas en Normandie, a dit Hervé Morin, pas à Paris non plus. Mais c'est quand l'été? Ça, vous pouvez peut-être pas y répondre. Cette question est compliquée. Mais en revanche, qui pour diriger le pays? Alors c'est ça, encore plus compliqué. ça. Bon, les tractations. En fait, qu'est-ce qui est fascinant en ce moment, dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que on nous dit tractation toute la journée, mais il n'y en a pas un qui est prêt à laisser un pouce, un espace de compromis à l'autre. C'est absolument extraordinaire, ça. C'est le principe de la tractation, selon vous? Ou alors c'est parce que dès le départ, c'est biaisé, c'est absolument impossible, en réalité? C'est-à-dire que ce que je disais hier soir même, c'est qu'on est quand même dans un modèle assez extravagant, qui est d'ailleurs même une question en termes de démocratie. C'est-à-dire que la France n'a jamais été aussi à droite, et du fait des accords au soir du premier tour, on se retrouve avec le Front populaire ayant une majorité relative. C'est déjà quelque chose d'assez... Les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens ont vraiment du mal à comprendre ça. Mais ce que je sais, c'est que on a affaire à un groupe qui réclame très naturellement, comme étant le groupe le plus important à l'Assemblée nationale, à faire émerger le Premier ministre de demain sur des thématiques qui sont les thématiques contraires de celles des Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils vous racontent toute la journée? C'est l'ordre, la sécurité, la lutte contre l'immigration irrégulière, et c'est le pouvoir d'achat. Bon, au moins sur 3 de ces thèmes, c'est pas le Front de gauche ou le Front populaire qui vont trouver les solutions qu'apportent les Français. Donc moi, ma théorie, elle est assez simple. C'est que on est dans un schéma exactement comme le schéma italien. C'est-à-dire que moi, je me satisfais que le Rassemblement national n'ait pas gagné, bien entendu. Mais j'oublie pas les chiffres. J'ai ressorti les chiffres, peut-être que vous les avez regardés vous-même. En 2017, le Rassemblement national faisait 3 millions de voix. Je prends les mêmes élections, les élections législatives. Alors bon, il n'y a pas le même taux de participation, etc. En 2022, 4 millions et demi. En 2024, 11 millions au premier tour. 11 millions. L'accord électoral fait que le Rassemblement national descend. Je pense qu'il y a aussi eu des erreurs de stratégie politique entre les deux tours, assez importantes. Mais au bout du compte, on est en train de se dire, OK, le Rassemblement national, 130, 140, 150 députés, le Front républicain a marché très bien, mais on oublie les 11 millions d'électeurs. Et on oublie derrière que le deuxième groupe, qui est le Front populaire, ne cumule que 8 millions d'électeurs, c'est-à-dire grosso modo un tiers de moins. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme l'Italie. On appelle quelqu'un, ça a été en Italie Mario Draghi, qui est arrivé, et tous les partis politiques de l'arc républicain italien ont dit « Ok, on fait ce gouvernement de coalition ». Mais bien entendu, avec des gens qui ne pensaient pas la même chose et qui n'ont aucun projet politique commun. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de commun entre ensemble, les macronistes et les propositions du Front populaire? Et donc on va avoir l'immobilisme, une crise politique au premier coup de vent. Et dans 1 an ou dans 2 ans, Marine Le Pen qui pourra dire très simplement, ben vous voyez, tous ces gens-là
n'ont pas été capables de répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Et là, ça va être pire. C'est qu'au moins, moi, je me disais, le président de la République est Emmanuel Macron, le Sénat est un autre contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les grandes juridictions, la Commission européenne. Là, la prochaine fois, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire que là, vous pouvez au contraire avoir le grand chelem. C'est-à-dire que le jour où Marine Le Pen est présidente de la République, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le gouvernement, bien entendu, sera à son image, et le Parlement, il y aura une majorité absolue. Et donc, je dis simplement, on peut se satisfaire du Front républicain, en effet, mais les risques à l'avenir sont d'autant plus importants que, en associant toutes les formations politiques du Parti socialiste, comme on nous dit, jusqu'à la droite, puisque j'ai entendu même certains dire que les Républicains devaient y être, où se situe l'alternative après ? Que reste-t-il comme alternative pour les Français ? Il en reste deux. Soit la France insoumise, soit le Rassemblement national, parce que tous les autres seront disqualifiés. Et donc je dis, il y a là un vrai sujet qui a été l'organisation du second tour de l'élection législative. Voilà, bon, j'étais un peu long, pardon, mais je trouvais que ça méritait... L'analyse est juste, me semble-t-il, et précise. Non, je partage tout à fait votre avis. Quand Jordan Bardella ou Marine Le Pen disent hier cette demi-victoire aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas parlé de défaite, évidemment, mais cette demi-victoire prépare les victoires définitives de demain, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Alors, évidemment, hier, il y avait la déception de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de voir que le Front républicain fonctionnait à ce point-là, ce qu'il ne pensait pas. Mais chez Marine Le Pen, je suis persuadé qu'il y avait une forme de soulagement, parce que ça lui permettra d'arriver en 2027 sans être la sortante. Parce que si vous êtes sortant quand vous arrivez à l'élection présidentielle, généralement, ça représente un handicap. Là, probablement, ça ne sera pas le cas. Donc, effectivement, je crois qu'elle était plutôt personnellement soulagée en pensant à l'avenir, en réalité. Je disais tout à l'heure, même en voyant Jordan Bardella, je pensais qu'il était physiquement soulagé, et ça se voyait cet après-midi. Et même ce soir sur TF1. Alors, Jordan Bardella, il s'est vraiment projeté à Matignon. Il croyait vraiment, jusque dans les dernières heures, avoir la majorité absolue. Mais il est vrai, ce que dit Yohann est tout à fait juste, il y a des députés du RN qui se sont dit « ouf !» Ouf, on n'y va pas parce qu'on n'était pas prêt, parce que tout cela aurait été très précaire, aurait peut-être duré très peu de temps puisqu'Emmanuel Macron a à nouveau les cartes en main à partir de l'année prochaine. Il aurait pu très bien faire le choix de dissoudre à nouveau ou de laisser le Rassemblement national. De toute façon, c'est ça qui a changé du côté de la présidence de la République pendant l'élection. Emmanuel Macron, propos rapportés le soir de la dissolution, mieux vaut donner les clés de Matignon maintenant à Jordan Bardella que dans 3 ans, celle de l'Élysée, à Marine Le Pen. C'est ce que dit aussi son père. Il me dit, mon fils m'a appelé, non pas pour mon anniversaire, mais pour me dire qu'il allait dissoudre il y a 2 mois et qu'il valait mieux mettre Jordan Bardella maintenant à Matignon. Le Front républicain, c'est pas l'idée d'Emmanuel Macron, c'est l'idée de Gabriel Attal pour empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue. Donc après, Emmanuel Macron a emboîté le pas de son Premier ministre puisqu'il ne pouvait pas faire autrement. Et donc, il y a eu des désistements à l'appel. Mais dans un premier temps, il avait imaginé, vraisemblablement, une majorité absolue pour le RN et Matignon pour le RN. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. J'ajoute une petite chose. C'est que quand on regarde... pourquoi, alors c'est toujours très difficile de savoir pourquoi les électeurs tout d'un coup n'ont pas exactement, pourquoi le Front républicain a marché, tout ça n'est pas forcément très facile à analyser. Peut-être que ça s'est transformé simplement en référendum anti-RN, tout simplement, entre les deux tours. Aussi, mais il y a tout de même eu des erreurs qu'ils ne commettront plus. La première, c'est marrant, c'est un sujet qui n'est jamais abordé, mais moi, alors c'est peut-être parce que je suis un vieux con, mais avoir un Premier ministre qui a... Et les gars, vous avez le droit de dire non, répondre, etc. Ils approuvaient. Mais avoir un Premier ministre qui a 28 ans, alors franchement, moi, quand je sais qu'il y a eu comme Premier ministre des baladures, des bars, des rocards, etc., mais le précédent avait 35. Ça a dû être un sujet, je pense, pour le précédent avait 35. Oui, pas si éloigné. Mais bon, il avait plus d'expérience. Là, c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais travaillé. C'est fait de la politique, point barre. Bon. Donc, il y a eu ce sujet. Le second, les binationaux. Alors là, ça a été, à mon avis, une erreur absolument stratégique. Et puis le troisième, qui est un élément que vous voyez moins à Paris, c'était la faiblesse. Alors, il y a eu, en effet... On a vu les débats, la faiblesse des candidats. Des candidats, bien sûr, avec des personnes qui n'étaient même pas en affiche, dont on ne voyait même pas le visage, dont on ne savait même pas ce qu'ils avaient fait. Et donc, on a eu, par ailleurs, les quelques nasillons qui sont ressortis.
et de l'autre, des candidats qui n'étaient absolument pas au niveau. Et donc des compatriotes qui se sont dit, mais attendez, moi Jordan Bardella a fait son mea culpa, et effectivement, effectivement il dit on a fait une erreur. Et ce sont des choses qui ne referont plus. Je voulais qu'on écoute un centriste, l'avis d'un centriste. Ils sont pas si nombreux. François Bayrou ce soir, il donne sa coalition préférée, l'idéal. Ça fait le tout avec lui au milieu. Allons-y. Votre coalition, celle que vous appelez de vos voeux, il y aurait qui dedans et sur quel point? Très simple. Allez-y. Elle va de la gauche hors LFI jusque à la droite hors Front National, hors Rassemblement National. Il n'est pas négociable qu'on puisse chercher des institutions qui nous feront mieux vivre ensemble. Et vous savez que je défends depuis longtemps l'idée qu'une proportionnelle permettrait de vivre ensemble au lieu d'être dans le perpétuel affrontement. Hervé Morin savait exactement... J'ai fait la campagne de François, donc exactement au mot près, à la virgule près, est-ce que François Bayrou allait dire. Oui. Non, mais là où François Bayrou, depuis l'élection présidentielle de 2002, tient ce discours. Donc au moins, il a la constance de la pensée. Bien. Je suis d'accord avec lui sur la proportionnelle, parce que là, on a le pire des modes de scrutin. Bon. Mais ça impose une évolution institutionnelle aussi sur la fonction du président de la République, parce que moi, je pense que une des grandes faiblesses de la Ve République aujourd'hui, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, avec autant de pouvoir. C'est-à-dire l'idée de l'homme providentiel capable de régler tout seul dans son bureau l'ensemble des problèmes des Français, avec un Premier ministre qui disparaît complètement et qui devient simplement un collaborateur. Je pense que ce modèle-là est un mauvais modèle qui a été accentué par le quinquennat. Comme je disais, j'étais un des rares parlementaires à voter contre le quinquennat. Bien. Mais là où François Bayrou se trompe, c'est que quand il dit ça, ok, je comprends bien son idée. Alors, il y a toujours la problématique, quelle est l'alternance demain, dès lors que vous embarquez la totalité ou presque de l'omelette? Et deuxièmement, pour quel projet, François? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es le SMIC à 1 600 €? C'est le blocage des prix administrés? C'est le retour à la retraite à 60 ans? Vous ne pensez pas les partis ou les parlementaires, en tout cas, capables d'abandonner une partie de leur projet? Mais qu'est-ce qui reste après? Honnêtement, il y a quand même un sujet en France. Regardez, moi, comme je suis un peu éloigné de la vie politique nationale, je prends un peu de temps de regarder parfois les programmes. Bon, est-ce que vous avez vu quelque part un programme abordant la question centrale? Comment on crée de la richesse dans le pays? Parce que la question du pouvoir d'achat, c'est celle de la création de richesse. Il y a même un parti qui milite pour la décroissance, ce sont les écologistes. Entre autres. Bon, mais personne ne dit, mais... Pourquoi, au bout du compte, on est moins compétitif et quelle solution il faut? Comment on est plus innovant? Comment on rétablit notre balance commerciale? Et comment on améliore notre productivité? Derrière, c'est des questions aussi majeures que nous, en tant que président de région, on a à traiter, qui est l'enseignement supérieur et la recherche. Mais une fois qu'on a... Si vous voyez un mot dans un des programmes sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui est un point stratégique dans les sociétés modernes et complexes, eh bien, vous me faites signe. Donc, ils vont être d'accord pour parler de quoi? Ils sont même pas d'accord sur des sujets stratégiques comme est-ce qu'on reste dans le commandement intégré de l'OTAN? Mais une fois qu'on a dit tout cela, Hervé Morin, comment on sort du bourbier alors? Comment on sort du bourbier en un an? La logique eût été, tout simplement, qui est la logique de la Ve République. Un président de la République fait appel au peuple. Le peuple lui dit non, vous partez. Bon, bien entendu, là, on est dans comme ce... Donc là, vous dites la solution, c'est la démission d'Emmanuel Macron? Oui, mais la démission d'Emmanuel Macron est un sujet impossible, compte tenu du fait que c'est lui qui a engagé une dissolution qui amènerait, dans l'hypothèse où il démissionne, à ce que le futur président de la République n'ait pas la capacité d'exercer le pouvoir. Elle changerait quoi, sa Donc démission? on voit bien que le risque, c'est la crise de régime, un système qui ne marche plus et qui traîne pendant des mois, et au bout du compte, le président de la République, il dit, eh bien, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le pays est bloqué, je suis obligé de faire appel à vous pour une nouvelle élection présidentielle. Elle changerait quoi, cette démission du président de la République, dans la mesure où son successeur n'aurait pas les moyens de dissoudre? C'est bien ce que je dis. Donc on va avoir une crise de régime pendant des mois et des mois, au moment où pourtant la France a pendant un an. Dans 5 mois, 6 mois, 9 mois. Avec des gouvernements qui tombent les uns après les autres?
avec des gouvernements qui sont incapables de traiter la question de la dette. Vous avez le Front populaire qui vous annonce 300 milliards de dépenses supplémentaires, 50-60 milliards d'impôts supplémentaires. Qui peut accepter ça à droite ou dans le groupe d'Emmanuel Macron? Et donc on voit bien qu'on va être dans un immobilisme quasiment total. Et donc ça fait très élégant. Ça fait très chouette de se dire on va se retrouver tous ensemble, vous comprenez, les sociodémocrates jusqu'aux républicains. Mais au bout du compte, pour faire quoi? Il n'y a rien de commun dans les projets politiques portés par donc il va le rien Parti se passer pendant un an. C'est l'immobilisme pendant un an jusqu'à la prochaine dissolution. À un moment où la France est confrontée aux 3 000 milliards de dettes, au moment où la Commission européenne engage des procédures pour endettement excessif, etc. Bon, moi, c'est le schéma que je ressens lié à cette erreur. Cette erreur irresponsable d'une dissolution que personne ne demandait. Vous dites irresponsable. Le chef de l'État est irresponsable. Je vais vous montrer quelques images qui datent de quelques semaines, à peine. On a l'impression qu'on était dans un autre siècle. Le chef de l'État recevait en grande pompe, pas très loin de chez vous, hein, je crois. Chez moi, oui. Vraiment chez moi. Le Monde. En Normandie. Le Monde, il était au centre du monde, vraiment au centre du jeu. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans la tête d'Emmanuel Macron? Je lis une autre anecdote quand j'étais au gouvernement et que je ne raconterai pas. Mais c'est pas la peine de faire un teaser alors. Mais je pense que ces 3 jours ont participé à la décision du chef de l'État. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il a été au centre du monde, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, le maître des horloges. Il est même arrivé en retard d'1 quart d'heure à la célébration au monument britannique, à Vers-sur-Mer. Donc, une ambiance qui est bien sûr une ambiance consensuelle, avec énormément d'émotions. Bien sûr, c'est un grand moment de rassemblement. On est tous là, quoi. Bon. Avec ces vétérans et leur courage extraordinaire. Bien. Donc il a 3 jours où il vit une période où tout va bien, les images sont belles, ses discours sont beaux, il est applaudi, il y a un unanimisme assez exceptionnel, et il fait des bains de foule de plusieurs heures, avec des selfies par centaines et par milliers. Forcément, au bout du compte, il se dit, mais quand on me raconte que je ne suis pas populaire, qu'au bout du compte je suis rejeté par les Français, c'est pas vrai. Et moi je pense que ça a joué un rôle dans sa construction de la décision. Quand on a affaire à quelqu'un d'aussi narcissique que lui, je suis sûr que ça peut influencer une décision comme celle-ci. Possible. C'est une hypothèse parmi d'autres. Mais moi, je vous dis que ça peut contribuer à la construction de la décision. C'est une hypothèse importante. Dans les petites séquences, je voulais montrer. Imaginez quand même que la semaine prochaine, là, dans quelques jours, Monsieur Hollande va siéger pas très loin de Monsieur Arnault, Raphaël Arnault. Vous imaginez ce qui a provoqué, c'est la réalité, ce qui a provoqué cette décision terrible. Fiché S. 3 fois. 3 fois responsable de menaces de mort contre des groupes féministes, etc. François Hollande à côté, qui soutient d'une certaine manière. Mais aux côtés de Mme Obono, aux côtés de Mme Soudé, aux côtés de M. Guiraud, qui est un négationniste. Il y a beaucoup quand même de cas problématiques. Je voulais vous remontrer une séquence. Tous ceux qui ont contribué à son échec. Je voulais vous remontrer une séquence. Quand Gabriel Attal rencontrait il y a quelques jours Raphaël Arnault, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, c'était à Avignon. Regardez. Je ne vois pas quelle leçon vous avez à donner en termes de lutte contre l'extrémisme. Quand on voit les propos que vous avez tenus, notamment le 7 octobre, vous n'avez pas eu un mot pour les victimes du Hamas. Vous n'êtes même pas capable de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Très bien reçu. Ils voient de plus en plus. Bien reçu parce qu'ils connaissent parfaitement. Ils voient de plus en plus, je peux vous dire, les propos violents qui ont été les vôtres, les propos haineux et discriminatoires qui ont été les vôtres. Je n'ai pas eu ni propos violents, ni discriminatoires. Que vous avez eu le 7 octobre sur Twitter, où vous avez quasiment salué l'attaque du Hamas. Vous n'avez pas eu un mot. Mais ce n'est pas vrai, monsieur Attal. Pas un mot pour les morts du Hamas. Vous n'êtes pas capable de dire que c'est une organisation terroriste. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ? Le Hamas est une organisation dont on ne soutient pas. D'ailleurs, on combat le régime des Mollahs. On combat
combat le régime. Je vous réponds, on combat le régime des mollahs. Vous n'êtes pas capable de le dire. Je suis en train de vous répondre. On combat. Écoutez, je suis en train de vous répondre. On combat le régime des mollahs. On combat le régime des mollahs. Banalisez la violence dans notre Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. banalisez C'est vrai, je la combats au jour le jour. J'en ai même subi les Et moi, frais. je viens ici J'en ai même sur le subi les terrain. frais. Voilà, on combat le régime des mollahs. Voilà, c'est tout ce qu'a réussi à dire. En plus, c'est même Pauvre pas vrai. France. Non, sincèrement, vraiment, ça. Voilà. Et ce monsieur, dramatique. ce soir, ce monsieur est député. Je rappelle que Ercilia Soudey, elle vient d'être citée par, qui a été réélue, elle vient d'être citée par Yohann, a dit que Israël, c'était pire que l'Iran, hein, pour des gens qui combattent le régime des mollahs. Il est député et il va avoir le droit d'aller visiter les prisons, il va avoir le droit d'aller visiter les commissariats. Il a été condamné en première instance pour une histoire d'agression à 3 contre 1 et il y a 8 de ses camarades qui sont mis en examen pour une agression antisémite à 8 contre 1. Ce qu'on constate, si vous me permettez, c'est qu'il y a une sorte de prime au plus. À chaque fois qu'on a pu aller plus loin, Monsieur Delogu... Prime à l'horreur, pardon. Prime à l'horreur, Monsieur Delogu, Monsieur Arnaud, Monsieur À la Porte, radicalité, etc. oui. À la radicalité. Bah ouais, la violence du discours politique n'a jamais atteint de tel niveau. C'est simplement ce qu'on voit sur tous les plateaux, quoi. Et ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. C'est clair. Une violence qui est le reflet de ce qui se passe en fait ailleurs. Ouais, hein, dans la société, c'est probablement le reflet d'une société qui se durcit et qui devient en effet de plus en plus brutale, violente, où il n'y a pas la seule... où la plupart du temps, on n'a pas la capacité d'essayer de se mettre à la place de l'autre, quoi. Vous voyez, d'essayer de comprendre les choses. Compliqué de faire de la politique dans cette La ambiance. société est de plus en plus violente. Il y a beaucoup de raisons, on les évoque régulièrement sur ce plateau, mais la société est de plus en plus violente en partie, et ça n'est qu'une explication parmi d'autres, mais en partie parce que la classe politique, et je pense à la France insoumise, rend la société violente. Et quand vous investissez un candidat comme Raphaël Arnaud, qui est violent, qui est fiché S, qui a commis des actes violents manifestement, il a fait appel de sa condamnation, il est présumé innocent, mais on sait tous qui est cet individu. Est-ce que vous croyez que ça n'encourage pas la jeunesse ? Ça n'encourage pas la violence parmi la jeunesse ? Allez-y, soyez violents, on va vous ficher S, vous serez élu député. Mais c'est ça le message que ça renvoie. Est-ce que ça renvoie le message de la violence est condamnée ? Non, pas du tout, c'est l'inverse. La violence, elle est plébiscitée, elle est encouragée, et la violence, elle est même récompensée par la France insoumise. C'est ça le message qui est envoyé. La place des centristes. Est-ce qu'il y a encore une place pour les centristes ? Est-ce que il y en a partout. Des oui, mais est-ce que Emmanuel Macron vous a pas spolié, volé en réalité le centre ? Moi, je me suis toujours classé au centre droit, donc j'ai pas de problème là-dessus. J'ai toujours pensé que ce ne serait pas un bon président de la République. Malheureusement, je le constate. Bon, clairement, je pense qu'il y a besoin de rebâtir complètement le projet politique. En fait, quand on est à droite, au centre droit, on n'a jamais renouvelé notre discours politique depuis Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu de travail de fond. Moi, je travaille avec quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, dont j'estime qu'il a à la fois une culture, un fond intellectuel absolument obligatoire pour être candidat à une telle fonction, et qui fait un énorme travail de fond autour d'idées assez simples, la liberté, l'ordre et la dignité. Et cet homme, il s'appelle David Lisnard. Bon, voilà, je pense qu'il a largement la capacité d'exprimer un message politique et un discours politique et un projet politique que les Français auront envie d'entendre, parce qu'ils ont besoin de liberté. Il faut que les capacités d'innovation du pays puissent s'exprimer pleinement. La bureaucratie est dénoncée tous les jours. Et je pense qu'on a, à travers le projet de David, à la fois quelqu'un qui est sur l'ordre et la sécurité, et aussi sur la liberté et la capacité... C'est demain matin, c'est bientôt. C'est bon, c'est bientôt. Bon, merci beaucoup Arnaud Morin d'être venu nous voir ce soir. Dans un instant, à votre place, Emmanuel Morel, député de gauche républicaine et socialiste du Val d'Oise, sera avec nous. Je vous remercie encore une fois d'être venu nous voir. Et 100% politique revient dans un instant.